Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette rentrée, pour ce 10e webinaire du cycle annuel du programme Modèles socio-économiques d'intérêt général. Le thème du jour, ça va être « Redécouvrons la diversité des acteurs ». Alors très rapidement, pour ceux qui viennent de nous retrouver aujourd'hui, pourquoi ce webinaire et pourquoi ces rencontres tous les jeudis, tous les troisièmes jeudis de chaque mois? D'abord de dire et de rappeler et de préciser que finalement toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, aujourd'hui se questionnent sur leur modèle socio-économique pour faire face à la complexité des transformations que l'on connaît. Et le Rameau, comme vous le savez, depuis 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant, a travaillé sur cette question des modèles socio-économiques et plus particulièrement ceux d'intérêt général, ce qui a permis aujourd'hui de capitaliser, de mettre à disposition une connaissance que l'on a partagée collectivement. Avec 4 partenaires du Rameau, que sont le ministère de l'Éducation nationale, la Banque des territoires, la Croix-Rouge française et la Fondation Total Énergie. On avait voulu aller plus loin et c'est pour ça on vous propose le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et ce programme, il a 3 objectifs. Tout d'abord, c'est de pouvoir partager collectivement une culture commune sur ce qu'est un modèle socio-économique et la diversité des modèles économiques, on va le voir tout à l'heure. C'est aussi de pouvoir, du coup, par rapport à cette diversité, de permettre à chacun de pouvoir se repérer et de se positionner. Et puis, pour ceux qui ont déjà réfléchi ou creusé la question des modèles socio-économiques, ils savent tous que c'est extrêmement complexe. Et donc, l'un des objectifs de ce programme, c'est pouvoir aussi piloter cette complexité. Alors, ce programme, comme je viens de vous le dire, il est animé tous les troisièmes jeudis du mois par un webinaire. Vous le voyez à l'écran, on en est déjà au 10e webinaire. On a travaillé sous 4 grandes thématiques. L'année dernière, on a compris ce que sont les modèles socio-économiques. Ensuite, on s'est penché plus spécifiquement sur chacun des 3 piliers d'un modèle socio-économique, donc c'est l'hybridation, donc c'est les richesses humaines, les leviers financiers et les alliances. Ensuite, on a continué sur comment on conduit le changement. Et voilà notre 4e thématique que l'on lance aujourd'hui sur la diversité des acteurs, les modèles socio-économiques et la diversité des acteurs, avec une approche nouvelle, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire se rencontrer des profils différents et confronter, voir la complémentarité des différents modèles économiques avec le prisme d'aujourd'hui qui sont la diversité des acteurs. Alors, au menu du jour, 2 sujets. Le Rameau avec Charles Benoît va nous expliquer quelle est cette diversité des modèles socio-économiques. Et ensuite, j'aurai le plaisir d'animer les dialogues croisés entre 4 témoins. Ce sont le ministère de l'Éducation nationale avec la direction jeunesse, éducation populaire et vie associative. On a avec nous l'association Montmartre, une PME du Montargois, Annabelle Group, et enfin le témoignage de la fondation AgroParisTech. Et puis, comme chaque fois, on terminera par le contenu du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. Donc, sans plus tarder, Charles Benoît, la diversité des modèles socio-économiques. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en cette rentrée. Et peut-être, effectivement, tel que vient de le rappeler Élodie, de se rappeler que ce cheminement des 12 webinaires que nous avons prévus, finalement, nous a amené à nous poser la question non seulement de cette reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, mais aussi de au service de quoi peut-elle être mise, et notamment des enseignements sur l'économie de l'alliance. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, participé soit au 12 juillet à la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui ont mis en débat la question de l'hybridation des modèles socio-économiques, soit au webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action du 31 août sur les enseignements sur cette économie de l'alliance, soit à la conférence au Forum mondial 3.0 de convergence sur l'investissement dans cette économie de l'alliance. Alors, pourquoi est-il si important de parler de cette convergence et de commencer finalement notre 3e temps de cycle, c'est-à-dire ces rencontres sur la co-construction, en parlant finalement de cette transformation des acteurs? Eh bien, d'abord, de nous rappeler que nous sommes tous confrontés et tous appelés à participer au même cadre commun des transformations qui a été posé par les États en 2015 à travers les objectifs de développement durable, et que lorsque ces objectifs de développement durable ont été signés, qui est un cadre systémique de transformation, eh bien, il y a eu un 17e objectif qui a été posé, celui finalement de
comment allons-nous faire pour pouvoir répondre aux 16 autres objectifs et comment inventer ensemble finalement les moyens de réussir l'agenda systémique 2030. Eh bien, ça nous a bien évidemment invités à nous questionner sur quelque chose que dans nos travaux de recherche depuis 2012 nous avons souligné, c'est le rôle de cette économie de l'alliance, c'est-à-dire cette capacité à inventer ensemble et à mettre des moyens ensemble, là où nous ne pouvons pas faire ni par l'économie de marché traditionnelle, ni par l'économie publique et de solidarité traditionnelle. Et on a vu finalement, dans ces 20 dernières années, émerger une troisième économie, ce qu'on a appelé une économie passerelle, dont le principe est d'articuler les différents modèles, la capacité des associations d'intérêt général, des entreprises, des acteurs publics, des acteurs académiques, à inventer ensemble des solutions face aux situations les plus complexes et à pouvoir ainsi assurer un continuum entre les solutions existantes qui existent déjà, soit par le marché, soit par les structures d'intérêt général, soit par les acteurs publics, mais qui quelque part ne peuvent pas être inventés sans la mobilisation de l'ensemble des acteurs. C'est bien le cœur même, le réacteur même de l'ODD 17 en pratique, c'est-à-dire comment finalement disposer des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les choses qu'aucun ne peut faire seul. Alors, lorsque l'on regarde cette économie de l'alliance, eh bien, on peut la prendre par trois prismes complémentaires. Le fameux Rubik's Cube dont on parle depuis le début de ce programme sur la reconnaissance des modèles, soit on peut le prendre par la question des domaines d'action, et c'est ce que nous aurons le 18 novembre prochain, en disant finalement dans l'articulation des domaines économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, comment finalement organiser ensemble ces articulations. Soit on peut le prendre par la question des territoires, du local à l'international, et c'est ce que nous aborderons lors du webinaire du 21 octobre prochain, soit, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, la complémentarité des acteurs, finalement, comment pouvoir faire ensemble de travailler à la fois sur la création de valeur et la frugalité de cette capacité à faire alliance. Alors, pour bien comprendre finalement l'utilité, l'intérêt de cette démarche, encore faut-il comprendre et connaître la diversité des modèles socio-économiques. Les travaux de recherche empirique du Rameau depuis 15 ans ont permis d'établir les 7 grands domaines, modèles qu'on peut retrouver. Bien évidemment, le premier que l'on connaît tous et auquel on pense, c'est le modèle public. On peut penser de l'autre côté à l'économie de production, mais on peut penser aussi à l'économie financière ou l'économie des personnes. Et puis au milieu, entre ces modèles, on trouve 3 modèles hybrides par nature, qui sont d'intérêt général par nature, que sont d'une part l'économie de la connaissance, les acteurs académiques, on y reviendra, le service public, bien évidemment, qui est hybride par nature, et puis l'économie de l'engagement, celle que les structures d'intérêt général privées peuvent avoir. Et ce qui est très intéressant sur ces 3 modèles hybrides par nature, finalement, l'économie de la connaissance, le service public et l'économie de l'engagement, c'est que chacun d'entre eux peut mobiliser les 3 leviers des modèles socio-économiques dont on travaille depuis maintenant près d'1 an ensemble, c'est-à-dire les richesses humaines, les ressources financières et les partenariats stratégiques, de manière très différente, puisque bien évidemment, le modèle du service public n'est pas celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'est pas non plus celui des structures d'intérêt général, et donc leur capacité à avoir des leviers de richesse humaine, des leviers de financement et des leviers d'alliance différents permettent de pouvoir justement articuler et faire ce que les uns et les autres ne peuvent pas faire et de le faire ensemble lorsque c'est nécessaire. Et donc, on voit tout de suite quel est l'intérêt finalement de commencer à travailler ensemble sur cette dynamique-là lorsque l'on souhaite inventer de nouveaux modèles. Et on voit bien que cette invention de nouveaux modèles aujourd'hui, elle ne peut pas être simplement de nouvelles solutions, ni même de nouvelles chaînes de valeur qui peut être impliquée. Elle concerne aussi, elle demande aussi de créer de nouveaux modèles socio-économiques, de l'inventer ensemble, puisque dans un processus d'innovation sociétale, dans un cheminement d'innovation,
dont on a pu, dans des webinaires précédents, décrire le cheminement, eh bien, on voit bien que le modèle économique évolue au fur et à mesure où cette innovation avance. Et que là encore, le fait de pouvoir mobiliser des acteurs différents est extrêmement important. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est qui est concerné? Et bien, la réponse est tout aussi immédiate, tout le monde. Parce que ce soit, bien sûr, le porteur de l'innovation, mais les habitants qui peuvent contribuer à ce modèle, soit en tant que bénéficiaires, soit en tant que contributeurs, les associations d'intérêt général qui se mobilisent sur les territoires, les entreprises, les fondations, les collectivités territoriales, les institutions, les acteurs académiques et les investisseurs publics et privés ont un rôle à jouer, chacun dans ces solutions qu'ils apportent. Encore une fois, non seulement sur la solution elle-même, non seulement sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qui fait quoi, mais aussi sur l'articulation des modèles socio-économiques, c'est-à-dire comment on mobilise des richesses humaines, des ressources financières et des alliances différentes pour pouvoir faire ensemble. Alors, et c'est là où la typologie de nos modèles socio-économiques nous intéresse, eh bien finalement, comment on peut comprendre chacun des 7 modèles qui sont derrière? Alors, on n'avait pas le temps matériel dans un webinaire d'1h30 d'avoir un témoignage sur les 7 modèles, mais on a choisi 4 modèles extrêmement complémentaires, extrêmement différents. Celui de l'économie de l'engagement. Et aujourd'hui, ce qu'on a souhaité, c'est de justement voir comment 4 profils d'acteurs peuvent être complémentaires. Ce que leurs modèles socio-économiques peuvent s'apporter mutuellement. Pour comprendre la complémentarité, ces apports complémentaires, on va pouvoir suivre un cheminement que l'on vous propose, de partir d'abord du modèle économique de l'engagement, et on aura avec nous Chantal Minguenet qui va expliquer le réseau associatif Montmartre. Donc, qu'est-ce que Montmartre et sur quel modèle socio-économique reposent les activités de Montmartre? Ensuite, on ira voir l'État et l'acteur public, notamment avec la direction jeunesse, éducation populaire et vie associative, qui va nous expliquer comment l'acteur public se mobilise. Puis on ira voir ensuite l'acteur économique et notamment une PME engagée dans le Montaragua, qui est Annabelle Group. Et enfin, on terminera par le témoignage de la Fondation AgroParisTech qui va nous expliquer quel est le modèle économique d'un établissement comme AgroParisTech et le rôle de la Fondation pour permettre à AgroParisTech de pouvoir s'interconnecter avec l'ensemble de ces écosystèmes et notamment des parties prenantes. Alors, pour commencer, je me retourne vers vous, Chantal. Chantal Minguenet, vous êtes présidente fondatrice du réseau Montmartre, donc plus de 20 ans d'existence. Donc forcément, vous avez connu, le réseau a connu des phases différentes, expérimentation. Aujourd'hui, vous êtes en SMH. Et donc, tout au cours de cette évolution, différents modèles socio-économiques. Aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que Montmartre et sur quel modèle socio-économique repose votre réseau, que ce soit en termes de richesses humaines, de finances et d'alliances. Et là, vous avez la main, sinon vous me dites quand vous voulez passer les slides. Ouais. Merci Elodie de m'aider avec quelques visuels. Oui, bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de contribuer à cet échange, d'autant qu'on aime beaucoup les travaux du rameau à Montmartre, ça nous a beaucoup aidé. Donc, je voulais vous dire en 2 mots, je ne sais pas si Elodie, c'est possible de lancer le PowerPoint, voilà. Ce qui est très important dans un projet et dans un modèle dit socio-économique ou économique, c'est déjà de savoir pourquoi on fait les choses. Alors, je me permets de vous redire, Montmartre, ça fait 20 ans qu'on pense qu'il faut outiller les enfants dès le plus jeune âge pour les amener à développer leur potentiel. On a choisi la pratique artistique, l'idée étant évidemment de construire un monde souhaitable demain. Donc, on est vraiment sur une thématique sociétale, mais vous allez voir qu'on l'adresse assez différemment avec plusieurs façons d'agir. Nos métiers, c'est juste après. Voilà, donc ça fait donc maintenant 20 ans, comme le disait Elodie. Donc le premier point de Montmartre, c'est d'avoir ouvert des lieux au sein des quartiers vraiment de proximité pour aider les parents à concilier le travail, les enfants, la vie en ville, les horaires et leurs revenus par une solution de garde adaptée de la sortie de l'école jusqu'à 20h. Donc on a aujourd'hui 18 lieux d'accueil, bientôt 19 en France. C'est notre premier moyen d'action. Donc au cœur des territoires. Donc vous allez bien voir qu'on ne va pas travailler tout seul. Et juste avant, je vais juste vous dire qu'on a donc 3 autres métiers. Vous ne l'avez pas vu parce que c'est passé un peu vite, mais peu importe. C'est qu'on intervient également en dehors de nos murs, puisqu'on intervient maintenant plus largement dans les écoles, les crèches, sur l'espace public. On va également avoir cet objectif de se dire tout ce qu'on a appris, comment on fait pour le transférer, puisque l'objectif étant l'impact sur les enfants, l'impact éducatif. Évidemment que plus il y aura de personnes qui s'occupent des enfants formés, outillés, et plus on aura d'impact.
Donc, on a aussi un organisme de formation, on transmet, on est habilité notamment à former les jeunes au BAFA dans un objectif pareil d'impact sur l'éducation artistique. Et puis, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, on est sollicité par les collectivités pour aller faire du transfert de compétences. Voilà. Donc, vous voyez, slide d'après, que c'est une vision très systémique, puisque ce n'est pas juste un projet qui dit on offre un service aux parents, c'est évidemment faire réussir les enfants, apporter une solution aux familles, tout en créant de l'emploi sur les artistes, et tout ça avec évidemment ce fameux lien social au sein des quartiers auquel on tient. Alors, notre modèle est du coup économique, socio-économique. Donc là, c'est la cartographie. On la passe assez vite, mais on touche environ 10 000 enfants par an. Ce sont des chiffres 2020 impactés par la crise sanitaire, donc ils ne sont pas complètement réels. Voilà, donc ce que je peux juste vous dire, c'est que sur les ressources, 75% de notre budget, de nos charges, c'est la masse salariale, évidemment. C'est un projet humain, c'est un projet de service où on intervient directement auprès de nos bénéficiaires. Et donc, on a hybridé aussi ces ressources humaines, puisque comme vous le voyez, on a évidemment des salariés, la plupart sont des artistes. On a été aussi s'associer avec l'Agence nationale du service civique pour pouvoir avoir également un tremplin pour ces jeunes qui rentrent en service civique et être aussi un acteur de cette grande ambition. Des intervenants extérieurs que sont des artistes qui viennent intervenir ponctuellement en prestations, des bénévoles dont des retraités, des gens qui viennent passer leur stage. Donc j'ai envie de dire qu'une bonne gouvernance et une bonne équipe RH, c'est aussi cette diversité des profils, des compétences, et puis également derrière, je ne vous parle pas de notre modèle de gouvernance, mais on a bien sûr un conseil d'administration au service du projet. Chaque administrateur est là pour apporter un complément à ce que nous, on sait moins faire, et on travaille en étroite collaboration entre l'équipe salariée et le CA pour avoir une stratégie partagée et toujours tournée vers l'action. Voilà ce que j'ai envie de dire sur les ressources humaines. Sur les ressources financières, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure justement, Élodie, on a tâtonné, on a grandi, on n'avait pas le même modèle il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. En fait, ce modèle et ce que vous voyez en financement, il n'est jamais que le reflet du projet stratégique qu'on porte et du souhait de développement de notre association. Donc, c'est un modèle très hybridé puisque vous voyez qu'on a des prestations, on facture. Alors, on facture aux familles, vous avez une ligne à part. Alors, les familles payent en fonction de leurs revenus. Donc, ce n'est pas ça qui fait tourner notre modèle puisqu'on s'adresse à des familles très défavorisées ou mixtes. Mais quand même, on est sur un prix bien en dessous du coût de revient. Donc, forcément, c'est une petite part du projet, c'est 12% des ressources. On facture également, puisque comme vous l'avez vu, on fait de la formation, on intervient ailleurs, donc on a des devis des clients en face, ce que peuvent être les villes, mais ça peut être aussi, je vous donne un exemple, un festival qui nous demande de venir gérer une garderie pour que les parents puissent assister au concert, ça peut être des choses comme ça. Donc on est aussi avec une partie sectorisée où on est fiscalisé avec de la TVA, etc. Donc ça, c'est faisable sous la même entité juridique. Et puis, à côté de ça, on a des tas de partenaires publics qui sont avec nous, avec qui on travaille depuis toujours. Ce sont évidemment les villes, mais aussi on peut intervenir avec le département, les régions, l'État. Donc, on a toute une ligne de subventions publiques historiques. Et à côté de ça, on travaille également avec plusieurs fondations d'entreprises, fondations familiales, c'est cette fameuse ligne de mécénat, et également des donateurs individuels, citoyens, qui ont envie de contribuer à notre vision sociétale et aux solutions qu'on apporte. Donc, c'est un modèle pour nous très hybridé, pas facile à gérer parce que vous voyez bien que ce n'est pas la même chose de s'adresser à une commande publique et de répondre à un marché public que de monter un dossier de demande de subvention avec un partenaire d'une mairie, par exemple, ou encore moins d'aller monter une opération, une campagne de dons. Donc, ça nécessite d'avoir beaucoup de compétences en interne, d'où les RH et la diversité des profils. Et c'était un petit peu ça que je voulais vous dire. Et puis, je sais qu'avec le Ramon, on a beaucoup et souvent parlé des alliances, parce qu'évidemment, un projet comme ça, on ne travaille pas tout seul, on n'est pas dans notre petit coin isolé à Montmartre. J'ai envie de vous parler de peut-être 3 ou 4 niveaux d'alliances. On a des alliances qui sont très locales, où tout d'un coup, autour d'une problématique locale, on va s'associer et on va travailler tous ensemble pour résoudre le problème. Je pense notamment à ce qu'on fait sur la ville de Sarcelles en ce moment avec les cités éducatives qui vont réunir une partie de l'État, une partie de la ville, mais aussi les associations locales intéressées par notre projet. On travaille avec 6 collèges pour travailler sur l'embellissement
des alentours du collège et réduire les violences, on passe par l'artistique, mais nous, on n'est jamais on agglomère et on fait en sorte que tout le monde puisse ensemble s'associer, amener ses compétences et faire en sorte que la réalité se fasse. Des alliances qui vont peut-être plus être autour d'une thématique. Par exemple, avec une fondation, on travaille sur la créativité. Et il se trouve que cette fondation a réuni des chercheurs de l'OCDE autour de ce sujet-là, parce qu'on a à cœur d'amener la créativité chez tous les enfants, parce que c'est une compétence clé d'avenir. Là, on est vraiment dans le développement durable, puisque c'est une compétence qui est entrée dans le système PISA, pour ceux qui connaissent un petit peu les sujets d'éducation. Et là, vraiment, ensemble, on réfléchit et on amène beaucoup de compétences et de connaissances. Et puis peut-être une autre alliance qui va être plus sur l'innovation, où parfois on a besoin des autres pour innover. On a des idées, mais on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Je pense à ce qu'on fait sur les fonds publics et territoires avec la caisse d'allocation familiale, sur des innovations territoriales, comme par exemple un mode de garde qu'on est en train de mettre en place qui serait très ponctuel sur les femmes qui sont dans des cursus de formation et qui sont bloquées dans leur parcours faute de solution, pour les mettre en place sur le lieu de la formation. Donc ça nécessite de travailler avec tous ceux qui nous aident à avoir les agréments aussi. Donc voilà le type d'alliance qu'on peut mener. Donc effectivement, Montmartre, c'est un modèle un peu complexe. C'est une vision globale, un peu systémique, qui allie les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs. On aime beaucoup le territoire et le terrain et le local. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Merci beaucoup Chantal. Ce qui est très intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien à la fois la contribution des autres modèles, que ce soit l'acteur économique, l'acteur associatif, l'acteur public, dans votre propre modèle socio-économique, et ce qui va permettre de faire en sorte que les missions de Montmartre sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et en même temps, vous, le modèle Montmartre, vous avez aussi la capacité de contribuer aux autres modèles, que ce soit pour faciliter la création, l'innovation, l'invention d'une politique publique, mais également plus globalement d'être à l'instauration d'un dialogue local avec l'ensemble de vos parties prenantes. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut essayer de mettre en évidence, c'est comment ces différents modèles s'articulent les uns les autres. Donc là, c'était à partir du modèle de l'engagement qu'est Montmartre, comment les autres vont pouvoir interagir. Merci beaucoup Chantal. Merci à vous. Du coup, on parle de politique publique, donc forcément, je me retourne vers Charles-Henri Caffin, qui est chef du bureau du développement de la vie associative au sein du ministère de l'Éducation nationale. Charles-Henri, comment l'acteur public peut se mobiliser? Alors, Chantal a parlé de subventions, de commandes publiques, mais je suis sûre qu'il y a d'autres façons dont l'acteur public se mobilise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il faut que vous activiez votre micro, par contre, Charles-Henri. Pardon, je pensais que c'était vous, Élodie, qui le faisiez automatiquement. L'État, en effet, se mobilise. Comme l'a dit Chantal, l'État aussi évolue, son modèle évolue et il contribue à l'évolution des autres modèles. Avec Chantal, on est revenu depuis les prémices du réseau Montmartre, 20 ans en arrière. Là, si je remonte un tout petit peu plus loin pour l'État, très très rapidement, en 1980, on a un service public puissant, étatique. Mais en même temps, rappelez-vous, c'est là qu'apparaît le fait que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Vous voyez déjà. Voilà. C'est aussi une première politique de vie associative qui veut séparer ce qu'on a appelé, à un moment donné, les faunés de l'administration, donc des associations que crée l'administration, des vraies associations, entre guillemets. Voilà. C'est aussi une époque où déjà on commence à voir des activités économiques et la vie associative qui s'entremêlent, qui se développent. Alors c'est un phénomène qui est pas nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Sudreau. Il a dirigé une commission en 1974-1975, donc ça date, plus de 40 ans, qui a beaucoup travaillé sur l'entreprise. Et dans cette commission, ils ont aussi mis en lumière un élément déjà, c'est la création potentielle d'une entreprise sans but lucratif, un mi-chemin entre la société commerciale et l'association. Vous voyez, ça remonte déjà. Voilà. Donc on parle déjà, vous voyez, de modèle socio-économique il y a déjà plus de 40 ans. Voilà. Particularisme aussi, donc vous voyez, début des années 80, on a, avec la première cohabitation de la Ve République, la loi Balladur de 87, qui est la première ossature du mécénat. Voilà.
L'État, je disais, commence à se positionner comme n'étant pas tout puissant et amenant des parties prenantes autour des associations. C'est donc des premiers bouleversements de l'État, puisque c'est aussi les premières lois de décentralisation, on externalise le service public de l'État, en clair, vers d'autres autorités publiques locales. Vous voyez, les partenariats commencent à se nouer avec le local, avec des entreprises, des associations qui n'ont pas que des activités sanitaires et sociales, qui pouvaient y avoir des œuvres d'intérêt général, comme on disait avant, dans les années 70, même avant la guerre. En 1990, c'est particulier, on a l'IAE qui se développe fortement, qui est à moitié associatif. Rappelez-vous, on a aussi les premiers marchés publics qui se réglementent. On a la première loi Sapin, la Sapin 1 de 93, et on a, ce qui est important là, l'État qui glisse dans ce système les clauses sociales. C'est là qu'apparaissent les premières clauses sociales dans les marchés publics, où l'État se dit, tiens, il faut moi aussi, l'État, que je sois légitime à mettre en œuvre des partenariats et à faire en sorte que l'économie marchande et l'économie sociale, entre guillemets, puissent agir de façon non concurrentielle. Alors c'est un paradoxe, parce que c'est au même moment que les entreprises se plaignent des activités économiques des associations. Concurrence déloyale, je ne sais pas si vous vous rappelez tout ce qui s'est passé, et le partage est fait en réalité après par les instructions fiscales de 98. L'ultime paradoxe, c'est côté État, où là, l'évolution commence à être très très nette du côté de l'État. Je vous disais, le service public étatique se décentralise, mais ce qui est important là, c'est qu'après des rapports de 86 et 89, vous pourrez même retrouver sur Internet, il y a un rapport Vivray de 89 et un autre rapport de 86 d'une commission, la performance et la transparence commencent à imprégner réellement l'action publique. Et avec Michel Rocard, en 89-90, on a une circulaire, un décret, et là, c'est le vrai tournant évaluatif de l'action publique. Et ça, c'est important parce que finalement, ça va vraiment influer sur la posture publique et le retrait progressif de l'administration aussi, en parallèle. Voilà. En 2020, pour autant, on n'arrête pas de légiférer, c'est la période de simplification pour les entreprises, on réforme encore le marché public. Pour le coup, ce qu'on avait fait juste avant disparaît, c'est-à-dire que le droit de préférence, le cas réservataire qu'on avait institué avant dans les marchés publics, au profit du secteur de l'économie sociale et des associations, disparaît au profit d'un droit de préférence, qui est beaucoup moins intéressant pour le coup pour le secteur. Et toujours, je disais, c'est toujours un paradoxe dans l'État, c'est que en même temps, il y a la loi Aillagon sur le mécénat de 2003, qui pose vraiment les vraies bases du mécénat qu'on connaît aujourd'hui. On commence aussi à mettre en œuvre des traductions légales de forme hybride. Je vous parlais tout à l'heure de Pierre Sudreau, avec l'entreprise associative. Là, ça y est, c'est l'époque de la SIC et du commerce équitable. Donc on réglemente, on légifère du côté de la SIC et on amène le commerce équitable via la soft law à se réguler. Et je disais, le tournant évaluatif de l'action publique, vous voyez les cheminements parallèle, c'est l'émergence des appels à projets d'envergure. On a, par exemple, au début des années 2000-2002, des gros appels à projets très très importants, très bien dotés sur l'entreprise solidaire. Voilà, pour développer les entreprises solidaires. Association, pas association, peu importe. Ça permet en réalité d'aligner le projet de l'organisme sur la politique publique et conduite. Voilà. Et par conséquent, de mieux évaluer. Vous voyez le cheminement. Alors, pour l'État, dans cette même veine, c'est ce qu'on a appelé un peu la quantophrénie galopante, avec la préparation de la LOF de 2001, et puis la multiplication des réformes. Alors, je ne vais pas toutes vous les passer, mais depuis 98, on enchaîne les réformes, Francis Maire, Copé, etc., 2012, 2022, donc la prochaine 2022, on réforme en réalité sans compter. C'est ça le paradoxe aussi encore de l'État. En 2010, là, il commence à y avoir un changement dans l'attitude de l'État dans son modèle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une émergence des appels à projets liés à cette évaluation de politique publique. Et pourtant, en 2010, on commence à voir un changement. Bon, il y a une multiplication des appels à projets, certes, mais qui deviennent des espèces d'appels à initiative, qui seraient, entre guillemets, je pourrais dire, qui sont un peu plus sympathiques. Il y a aussi une nouvelle évolution du Code des marchés publics,
qui veut redonner du souffle au marché public. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2015, ça s'essouffle. Ça s'essouffle, et donc les différentes réformes de 2015 et 2016 vont permettre de redonner un vrai souffle jusqu'à 2018-2020 au marché public. Voilà. Et là, on remet les marchés réservés. Voilà, pour les services de santé, services sociaux, services culturels. Vous voyez, le balancier revient. En parallèle, on commence à s'inspirer du système anglo-saxon. On avait les balbutiements de la finance solidaire au début des années 2000. Là, on prend vraiment un tournant avec les contrats impact social qui naissent en 2014. L'État devient garant. Vous voyez le positionnement, il n'est plus distributeur, il n'est plus fournisseur, cherchant des prestataires sociaux, il devient garant dans le cadre d'un contrat impact social. L'État légifère toujours, hein, on définit l'entreprise, le statut d'entreprise d'utilité sociale dans la loi ESS en 2014, et puis, vous le savez, là, il y a un changement majeur, on définit l'entreprise à mission dans le pacte de 2019. Pourquoi? Parce que ça y est, on rentre aujourd'hui on tente au moins, de rentrer dans la voie d'une nouvelle économie collaborative entre services publics, entreprises, associations et citoyens. Il ne faut pas les oublier aussi, les citoyens, parce qu'ils rentrent là, vous allez voir, dans le système. Donc la posture publique qui a mis du temps à changer, en réalité, le temps de la concertation, comme on avait à l'ancienne, prend fin réellement, et on rentre au fur et à mesure dans un taux de co-construction publique. Co-construction de politique publique, ça veut dire co-construction avec les partenaires, mais pas que les associations, les entreprises. Un exemple, en ce moment, le mécénat dans la fonction publique se cherche, très clairement. Voilà. La DGFiP va expérimenter la mise à disposition de cadres des finances publiques auprès d'associations. Vous voyez, par exemple. Voilà. Le don monétaire sur salaire, lui aussi, est encore timide, commence légèrement à se développer dans le secteur privé. Il serait un fort potentiel pour la fonction publique. On a 5,6 millions d'agents publics contre 25 millions de salariés. Vous voyez, ça fait quand même 20% de salariés en réalité. Donc il y a un vrai potentiel. Et je vous disais, il ne faut pas oublier les citoyens parce que c'est aussi le renouveau, là, depuis quelques temps, de l'action citoyenne. Alors elle était encadrée dans l'action de groupe, à la mode américaine, quand on l'a introduit en 2014 dans la loi sur la consommation. Mais c'est aussi plus largement l'ère d'une participation citoyenne encadrée avec le développement de collectifs citoyens, ou par la loi, comme pour la loi organique sur le CESE, on a aussi cette participation citoyenne qui est rentrée dans la loi organique de janvier 2021. En matière de marché, on passe encore une étape. Là, la loi de cet été, du 22 août 2021, sur le dérèglement climatique, renforce le dispositif du cas réservataire. Donc, vous voyez l'évolution, passant d'un service public extrêmement puissant, fort, étatique, qui se dérégule vis-à-vis des collectivités locales, et puis finalement, au fur et à mesure, co-construit, coproduit avec ses partenaires associatifs, et puis essaye de trouver les moyens d'assembler et de réellement construire cette économie collaborative avec les entreprises. En chiffres aujourd'hui, en réalité, on est à 6,5 milliards de dépenses, ce qu'on appelle des dépenses d'intervention dans le jargon finances publiques, par an. Ça fait pour l'État 60 000 subventions. C'est significatif, on entend toujours que les subventions de l'État baissent. En réalité, elles ne baissent pas, simplement que les besoins des associations augmentent et les financements publics de l'État sont relativement stables. Alors la moyenne de versement, qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, de l'État, c'est 100 000 euros. En réalité, c'est absolument pas significatif parce que vous allez passer entre le ministère Jeunesse et Sport d'une moyenne à 13 000 euros contre le logement qui est un des plus gros à 500 000 euros de moyenne de versement de subventions. Vous voyez que ça n'a rien à voir. En réalité, les 3/4 des subventions sont constituées d'un montant inférieur à 20 000 euros. C'est donc une recherche d'effet levier la plupart du temps. C'est un État qui va s'intéresser à des très gros, vous le voyez, qui va être un gros partenaire pour des très gros porteurs, et puis à côté qui va essayer de soutenir l'innovation sociale en émergence. Du plus petit, d'ailleurs, du plus petit au niveau local, où l'État, là, depuis 4-5 ans, réinvestit le niveau local pour soutenir des activités constituées que de bénévoles, qui n'ont besoin parfois que de 1 000 ou 2 000 euros pour un projet relativement innovant, et qui vont, au fur et à mesure des années, se construire, devenir peut-être plus économique, et l'État va suivre ou passera le relais à d'autres.
En matière de prestation de services, c'est faible en réalité. On a moins de 400 millions par an de commandes publiques. Ce n'est pas encore l'outil ultra plébiscité comme certains voudraient. Le montant moyen des prestations pour les associations, c'est 13 400, 13 500 euros. En réalité, il y a énormément de prestations qui sont toutes petites à 1 200 euros. Ça fait énormément de versements. Donc, c'est pas avec ça qu'on construit réellement. Vous voyez, même si l'État a essayé de se positionner à un moment donné comme vertueux avec les marchés publics, les chiffres ne permettent pas de dire que c'est une évidence. En revanche, sur ces crédits d'intervention, il est toujours extrêmement présent, essayant de constituer une chaîne assez logique du plus petit jusqu'au plus gros. Voilà. Alors, on dit souvent qu'il s'intéresse d'ailleurs au plus gros. En réalité, c'est pas que ça, vous voyez, il y a aussi beaucoup de petites et moyennes subventions. 20 000 euros, c'est déjà pas mal, mais en réalité, il y en a pas mal de toutes petites à côté. Voilà. Voilà pour l'État, Elodie. Merci Charles-Aymeric, c'était passionnant cette évolution du positionnement de l'État. Ce que je retiens, c'est que finalement le cadre d'intervention, les modalités d'intervention à la fois, vous les suivez au fil de la maturité des projets, au niveau local jusqu'à voir au niveau national. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est les questionnements qui sont lancés au sein de l'État sur l'hybridation de vos modalités d'intervention, que ce soit sur des problématiques de financement, de ressources financières, mais également de la mobilisation des compétences. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant de voir comment même l'État peut aussi réfléchir à l'hybridation de ces leviers. Alors, du coup, je passe à la partie PME, comment les PME s'engagent. Et donc là, je vais laisser la parole à Luc Bélière, qui est gérant d'une PME dans le Montargis, et de Montargois, pardon, qui s'appelle Annabelle Group. Luc, c'est à toi. Comment les entreprises, les PME s'engagent? Oui, alors le comment et le pourquoi en fait. Et je pense que historiquement, beaucoup de PME étaient engagées, avaient déjà beaucoup d'actions locales et généralement ça appelait à la responsabilité du chef d'entreprise. Sa responsabilité, la conscience d'être sur un territoire et de devoir participer à ce territoire. Donc l'entreprise y participait. Ce qui générait aussi de la confiance avec le territoire. On voit que si une entreprise est présente auprès du territoire quand le territoire a besoin, le territoire en retour sait aussi être présent auprès de l'entreprise. Et on a vu d'ailleurs l'année dernière, pendant la crise du Covid, que les territoires ont été très très présents auprès des entreprises et forcément les entreprises déjà bien identifiés avec une action territoriale en ont facilement bénéficié. Il y a aussi les entreprises qui font appel aux associations, aux territoires pour innover, pour innover en ressources humaines, en organisation, en environnement, en sécurité. Enfin, ça, c'est des pratiques qui sont connues depuis longtemps. Ce qu'on peut peut-être voir, c'est que le monde changeant tellement ces dernières années, il y a une quête de sens et l'entreprise a besoin d'apporter du sens au travail. Et on abandonne peut-être un petit peu cette adoration du veau d'or pour dire notre travail doit servir à quelque chose. Et autre que simplement gagner de l'argent. Et ça semble de plus en plus important. Et en termes de ressources humaines, apporter du sens, c'est aussi un pas de plus vers l'autonomisation, l'émancipation en fait des collaborateurs, ce que les Anglais appellent empowerment. Et c'est un facteur de performance aussi dans l'entreprise, parce que si chacun dans l'entreprise a conscience que son travail sert une cause qui est plus grande que lui, sert la société, sert le territoire, sert la cause écologique, à tout niveau dans l'entreprise, ça apporte une dimension de mobilisation par rapport à leur travail beaucoup plus importante. Et puis finalement, c'est histoire de faire corps dans une entreprise, la fierté d'appartenance, et puis finalement la fidélité des compétences et la facilité aussi le recrutement. Et on voit
Alors, auprès des jeunes, on va dire de haut niveau de qualification, tous les mouvements dans les grandes écoles autour de l'engagement écologique et de refus de travailler pour des sociétés trop carbonées, cette tendance grossit. Elle grossit à tous les échelons de la société et c'est un enjeu majeur pour l'entreprise que d'apporter du sens à son travail. Voilà. Alors, historiquement, on a vraiment différents types de partenariats. Si on regarde l'étude qui avait été faite par le Rameau avec le Centre des jeunes dirigeants en 2011, on voit qu'on a des partenariats qui étaient assez naturels, comme je le disais tout à l'heure, pour les PME de type mécénat. Ce sont des partenariats qui sont complètement en dehors de la chaîne de valeur de l'entreprise et ils peuvent être de type financier, de type ressources humaines, mécénat de compétences ou même de type matériel. Il y a eu aussi beaucoup de dons. Je pense que il y a pas mal d'entreprises qui donnent leurs ordinateurs ou leurs photocopieuses à une association. Bon, ça, c'est des choses qui sont très, très classiques. À l'opposé de la chaîne de valeur, c'est-à-dire, enfin, si on rentre dans la chaîne de valeur de l'entreprise, il y avait ce qu'on a appelé les pratiques responsables, c'est-à-dire faire appel à une association pour résoudre un problème au sein de l'entreprise. Je pense à l'intégration de personnes handicapées, donc du coup faire appel à une association sur le handicap, les questions environnementales aussi, puisque une entreprise qui pourrait être mise en défaut ça arrive assez régulièrement, fait appel à une association environnementale pour essayer de solutionner le problème. Voilà. Alors l'évolution de la quête de sens fait que les entreprises se sont mis à chercher plus de la coopération que simplement du don d'un côté et du service de l'autre. Et cette recherche de coopération, cette recherche d'intégration de la RSE au sein même du business model, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait dire, a donné naissance à des partenariats. Alors d'un côté, si on part du mécénat et qu'on recherche plutôt des décisions collectives, on est parti sur un type de partenariat qui est donné de l'innovation sociétale, c'est-à-dire répondre à des faiblesses du territoire et se dire, tiens, nous, on bénéficie de ce territoire et donc on va essayer de résoudre ensemble la faiblesse du territoire. Ça retrouve beaucoup dans l'éducation, par exemple, pour aider la formation et à la création de vocations. Et puis, si on part de la chaîne de valeur et qu'on va plus sur le partenariat, on a vu naître des coopérations économiques. Et là, c'est plutôt la réponse à un besoin. C'est-à-dire, il y a une activité qui n'est pas développée dans le modèle d'économie classique et qui est quand même un besoin. Et donc, je pense autour de l'aide à la personne. Enfin, il y a énormément de choses qui sont développées. Alors, si je prends quelques exemples un peu emblématiques pour moi, j'aime bien citer l'exemple de l'entreprise de mon ami Emmanuel Vasnex, là, les Treat Saint-Denis d'Hôtel, LSDH, qui, il y a déjà 15 ans, avait développé un partenariat avec AgriSud International. AgriSud est une association internationale qui essaye justement de favoriser l'émergence et l'autonomisation de paysans et en essayant de les faire sortir de la pression des grossistes et en leur amenant des techniques agricoles, en leur faisant des prêts, etc. Donc, il avait fait une grosse coopération autour de ça. Et il y a eu une mobilisation au sein même de son entreprise, ce qui fait que les salariés étaient volontaires pour aller sur place, aider, former. Et ça a été pendant 10 ans une mobilisation de l'entreprise. Enfin, ils sont toujours bien sûr en partenariat, mais qui a été assez importante. Et l'entreprise a continué d'avoir des actions dans ce domaine-là jusqu'à être une des chevilles ouvrières de la marque C'est qui le patron. C'est-à-dire que quand une association est venue le voir pour dire que des producteurs de lait étaient au bord du dépôt de bilan et en grosse difficulté, qu'il fallait repenser la chaîne de valeur de la production du lait jusqu'à sa distribution, c'est le
le conditionneur qui a tout de suite accepté d'avoir sa marge réduite à quasiment zéro, hein, pour pouvoir produire un lait dont le prix était décidé par les consommateurs. Et donc, c'est une chaîne entre les producteurs, l'industriel de transformation et puis le distributeur qui, au démarrage, était Carrefour et qui avait décidé de jouer le jeu. Là, on voit un partenariat emblématique et on voit que quand une entreprise commence par générer ces alliances avec des associations, etc., elle crée une dynamique en son sein sur le territoire qui est une spirale positive. Alors moi-même, hein, au sein de mon groupe, on a développé aussi des types de partenariats. Alors j'ai un petit groupe de PME où chaque entreprise est majoritairement détenue par les salariés et on travaille la stratégie ensemble. On travaille la raison d'être, la stratégie et la mise en application. Et on développe des partenariats. Donc, toute notre stratégie, notre raison d'être ont été mises au regard des objectifs du développement durable. Et par exemple, sur une de nos structures, l'éducation est arrivée, l'ODD 4, hein, sur l'éducation, est arrivée en tête des préoccupations, ce qui fait qu'on est très engagé avec des associations comme Mille Sourires, qui est une association locale d'aide aux femmes seules, mais qui fait aussi du soutien scolaire, et puis qui fait aussi de la rénovation de vélos pour les mettre à disposition des gens qui en ont besoin. On est engagé dans des collèges, soit au conseil d'administration, mais aussi sur les forums d'orientation. On travaille beaucoup sur l'insertion. Voilà, on est aussi engagé sur 100 chances sans emploi, qui est un programme qui a été lancé par l'entreprise Schneider Electric, mais qui est beaucoup porté par les missions locales et qui est vraiment de remettre le pied à l'étrier des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, donc les faire rentrer dans des réseaux, essayer de les coacher aussi. Donc c'est un phénomène. Donc on voit que à partir du moment où on donne du sens à des salariés, tout d'un coup, ce genre de mobilisation, ils se l'approprient, ils ont envie d'y participer et ça change la donne. Et moi, je crois beaucoup aussi au fait que l'entreprise se doit de devenir un lieu d'éducation populaire, puisque le monde change tellement vite. Hein, c'est pas comme il y a 50 ans, on part pas à la retraite avec le même type de savoir que ce qu'on a eu en sortant de l'école. Aujourd'hui, tout change très très vite et on se doit d'être agile intellectuellement pour s'adapter aux mutations constantes. De la même façon, à Montargis, le groupe a été un peu fer de lance de la création d'une association qui est RC3C pour l'économie circulaire et la coopération, et qui est porteur d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Alors, on a eu une action assez emblématique sur les déchets, notamment les déchets électroniques et électriques, ce qu'on appelle les D3E. Et pour dire, hein, les grosses sociétés, quand elles ont beaucoup de déchets électroniques, elles font appel à un organisme auquel elles cotisent régulièrement, hein, qui est écologique ou écosystème, un des deux, qui font des appels d'offres au niveau national et elles se font enlever les déchets gratuitement, mais par des sociétés qui viennent peut-être de Toulouse, alors qu'on est à Montargis, voilà, et on ne sait pas où vont les déchets. Donc, on a fait un travail avec un chantier d'insertion qui fait du démantèlement justement de déchets électroniques, qui permettent de trier tous les déchets. Tous les déchets sont retraités au maximum localement, à l'exception des cartes électroniques soudées qui, elles, partent sur Lyon, mais toutes les entreprises sont locales. Donc, chantier d'insertion pour le démantèlement. Et puis, on a créé une étape intermédiaire qui nous a semblé de dire, avant de le qualifier de déchet, est-ce qu'on peut encore en faire quelque chose? Et on a créé un partenariat avec Gâtinais en transition, qui est une association de citoyens, enfin, au départ qui était juste un collectif de citoyens, mais qui s'est transformé en association depuis, et qui est donc a envie aussi de créer aussi un autre espace de chantier d'insertion, mais le but est de reconfigurer les ordinateurs, effacer les données, hein, ils sont équipés d'un logiciel certifié d'effaçage de données, et puis les reconfigurer pour les fournir à des gens qui sont un peu victimes de la fracture numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ordinateur, et en ces temps, ça a été très très compliqué, et donc la première action, ça a été envers les accords avec des collèges, pour fournir à des collégiens qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, ou dont l'ordinateur était exclusivement
pris par un des parents en télétravail, pour leur fournir un ordinateur pour qu'ils puissent suivre les cours. Mais la vocation, c'est aussi de pouvoir en fournir à des personnes âgées et qui n'ont pas d'ordinateur, et donc avec un plan peut-être on n'en est pas là, mais c'est un peu dans les tuyaux de faire appel à du service civique pour former au numérique les personnes un peu en isolement. Voilà. Donc voilà quelques exemples un peu emblématiques de l'évolution des partenariats qu'on peut voir sur les territoires. Merci Luc. Alors ce qui est très intéressant dans ton témoignage, c'est de voir l'aller-retour entre l'entreprise et son territoire, le territoire qui va permettre à l'entreprise de mobiliser en interne et puis voir peut-être aussi de pouvoir repenser son modèle de production, et l'entreprise qui apporte à son territoire des produits, des services qui sont repensés dans des logiques d'impact environnementaux et sociaux. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Alors maintenant, on va passer à celui de Chantal Monvoix, qui est déléguée générale de la Fondation AgroParisTech, qui va nous expliquer ce qu'est le modèle socio-économique d'un établissement comme AgroParisTech. Alors Chantal n'a pas pu se joindre à nous en vrai, en présentiel. Elle nous a quand même eu la gentillesse d'enregistrer son témoignage. Donc on écoute Chantal tout de suite. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc le modèle économique d'un établissement tel qu'AgroParisTech, je vous l'explique alors en tant que déléguée générale de la Fondation AgroParisTech, mais j'ai été directrice des partenariats pendant plusieurs années pour l'établissement. Alors AgroParisTech, c'est quoi? C'est un établissement d'enseignement et de recherche dédié aux sciences du vivant et de l'environnement qui existe depuis 200 ans, donc 200 ans d'histoire du développement de l'agronomie en France, avec 3 grands thèmes qui nous préoccupent, c'est nourrir le monde, assurer la santé pour tous et développer, protéger l'environnement, la biodiversité. Donc à peu près tous les sujets qui font la une des journaux en ce moment, on ne s'est vraiment jamais senti autant à notre place à AgroParisTech. Alors notre contribution à la société en France et à l'international, puisque nous sommes numéro 1 français, numéro 4 mondial dans notre domaine, c'est d'abord de faire de l'enseignement, de produire des talents, des ingénieurs, docteurs, masters, et faire de la formation continue, donc des richesses humaines, comme se plaît à dire le Rameau, de faire de la recherche pour produire des expertises, produire et aussi être un think and do tank, comme on aime bien dire, un lieu de coopération, d'échange, d'ébullition des nouvelles pour faire rencontrer des acteurs qui ne se rencontrent pas toujours dans l'excellence académique, la rigueur scientifique, qui fait beaucoup de bien quand on part de faits scientifiquement prouvés pour pouvoir avancer sur des solutions durables. Tout cela pourquoi? Bien pour innover des solutions pour un monde durable sur les sujets qui nous préoccupent, avec la capacité de diffuser dans une logique d'intérêt général, puisque nous sommes une institution publique sous double tutelle de 2 ministères, diffuser au plus grand nombre tout ce que nous pouvons produire comme solution, comme savoir, comme talent, et puis bien évidemment d'avoir des partenariats, des brevets, de la recherche de la propriété intellectuelle, etc. Alors le modèle d'un établissement de ce type-là, c'est globalement un budget de fonctionnement d'un peu plus de 80 millions d'euros par an. À peu près 10% sont des financements privés, donc 90% des financements publics. Et sur ces 10% de financement privé, à peu près 10% viennent de la Fondation AgroParisTech. Donc la Fondation, elle apporte 1% du budget, ce qui est très peu, insignifiant même, mais ça n'a aucune importance parce qu'on apporte bien d'autres choses. AgroParisTech se doit également, en tant que modèle socio-économique, de développer des alliances et des partenariats. AgroParisTech est très ouvert sur le monde extérieur pour produire les talents et les savoir-faire les plus utiles possibles. C'est compliqué de rentrer dans un établissement de ce type-là. Et la Fondation est là pour être une clé d'entrée hyper souple, hyper réactive, qui a le droit de se tromper pour développer des alliances nouvelles. Et par exemple, ce sont les chaires de mécénat que nous développons, comme par exemple la chaire COPAC, qui permet de s'intéresser à la filière emballage depuis le très amont, production de matières premières, jusqu'au très aval, récupération des déchets plastiques, en passant par l'industrie agroalimentaire, la distribution, les transporteurs, les consommateurs, les récupérateurs, faire en sorte que les solutions demain
émergent qui permettront d'organiser l'ensemble de la filière. Qui peut faire ça mieux qu'une fondation adossée à un établissement d'enseignement et de recherche tel qu'AgroParisTech? Alors des projets comme ça, nous en avons plein et nous permettons à AgroParisTech de jouer ce rôle de développement stratégique d'alliances fertiles. Ne serait-ce qu'à la Fondation, nous portons chaque année plus de 120 projets pour 200 bénéficiaires. Nous portons 6 chaires partenariales de mécénat telles que la chaire COPAC que je viens de décrire, avec 43 partenaires autour de nous, et puis 26 ambassadeurs étudiants qui croient tellement à ce modèle nouveau d'alliance qui est très important. Alors la Fondation, elle est là pour permettre de faire en sorte que chacun se sente citoyen du vivant, qu'au-delà de l'expertise qu'on apprend à l'école, chacun se rende compte, se fasse la démonstration qu'il peut faire bouger les lignes sur les grands enjeux de développement durable. Et on y tient beaucoup à notre Fondation pour faire en sorte que chacun soit demain plus citoyen, responsable, solidaire et entrepreneur, pour dire que, en fait, quand on est AgroParisTech, on a la tête experte, les pieds sur terre, mais aussi le cœur chaud. Et que notre modèle d'expert pour la société de demain, c'est que ça ne suffit plus d'être expert, il faut être aussi très impliqué personnellement. Et puis, AgroParisTech, mais avec tout ça, on développe également des richesses humaines. AgroParisTech dit nous produisons les talents d'un monde durable. C'est pas rien. Et avec la Fondation, on dit que chacun peut s'impliquer et donc pouvoir développer, par exemple, pour les enseignants-chercheurs, des programmes nouveaux en partant de leurs idées, de leur expertise, avec des partenaires en co-construction pour développer des nouvelles solutions. Ils récupèrent, grâce à la Fondation, des terrains, des données, des moyens de tous ordres et la capacité de travailler en partenariat. Pour l'établissement, c'est la possibilité de développer une fierté d'appartenance et de faire communauté tous ensemble au service de la société et du monde globalement. Pour les jeunes, ils se révèlent avec l'envie de faire, dont ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils en sont capables. Il y a un jeune qui m'a dit il y a quelque temps, moi je suis venu à AgroParisTech pour sa fondation. Preuve s'il en faut que stratégiquement c'est très important qu'il y ait dans ce modèle économique aussi cette question de richesse humaine et d'engagement. Et pour les partenaires, bien évidemment, c'est la capacité de développer en partenariat un modèle de RSE nouveau avec des preuves sincères, véritables de leur engagement, de leur courage de faire autrement, de sortir du cadre, de développer chez eux, ce faisant, la fierté d'appartenance auprès de leurs collaborateurs. Je fais partie d'une entreprise qui a le courage de sortir du cadre et d'essayer autrement. Et puis, de développer leur attractivité marque employeur, qui est l'avenir de leur entreprise. Parce que la génération Z, je peux vous dire, on en a 2300 autour de nous et ils ne vont plus se faire recruter n'importe où. Ils vont là où ça bouge sur ces questions. Alors la Fondation, elle a un rôle dans la création de partenariats et dans ce modèle AgroParisTech. Partenariat, il y a partenaire, il y a partenariat, il y a faire ensemble, partager. Et c'est vraiment l'idée d'être gagnant-gagnant quand on développe des solutions ensemble. Alors l'enjeu, c'est quoi? C'est de faire de la richesse humaine un enjeu aussi important que la richesse économique par des alliances fertiles. Ça paraît tout simple comme ça, mais se dire que ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui dans ce webinaire devienne juste normal. Alors ça veut dire quoi ça, que ça devienne normal? Ça veut dire déjà de favoriser une meilleure compréhension de la diversité des modèles économiques, de faire comprendre que au-delà de, c'est bien d'avoir plusieurs modèles, que chacun a sa place et ils sont tous complémentaires, de faire comprendre qu'on n'a plus le choix. Et je pense que depuis 1 an, avec la crise, les consciences sont en train de s'éveiller et on voit bien que les partenaires viennent vers nous avec des demandes beaucoup plus ouvertes et on est en train de construire de formidables alliances au sein d'AgroParisTech, portées par la Fondation AgroParisTech qui, étant reconnue d'utilité publique, a vraiment une posture tout à fait particulière qui permet ce genre d'alliance. Mais ça veut dire aussi qu'il faut donner visibilité à ceux qui osent le faire, à ceux qui ont le courage et les moyens, et leur donner les moyens d'agir pour pouvoir faire de belles démonstrations, et puis embarquer tous ceux qui n'ont pas encore compris l'urgence de mettre en place cette dynamique et leur donner envie, tout simplement, pour eux-mêmes, de faire autrement.
Alors la Fondation, dans toute cette création de nouveaux modèles, a un apport très important pour AgroParisTech et crée une vraie valeur ajoutée. D'abord, elle est source de financement différent, bon, s'il faut parler d'abord de cela, puisqu'on défiscalise entre 60 et 75% des dons qui nous sont faits au titre du mécénat. Mais je reprends ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que de l'argent, la Fondation. Elle constitue un cadre neutre et objectif de construction de nouveaux modèles socio-économiques. Je prendrai comme exemple une de nos autres chaires, la chaire comptabilité écologique que nous avons démarrée il y a 2 ans maintenant, qui permet d'imaginer demain de nouveaux outils comptables pour que la nature et l'humain soient mis dans le bilan de l'entreprise ou de tout acteur, et en haut de bilan, pas en bas de bilan, avec une notion de provision pour réparer la nature au cas où je l'abîme. Vous imaginez, on développe cette chaire avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, avec le ministère des Transitions, avec des grands groupes comme LVMH ou le groupe Rocher, avec des start-up, avec des acteurs extrêmement variés, tout cela pour arriver demain à faire des outils comptables pour les acteurs économiques, pour les organisations intermédiaires comme les territoires, un fleuve, un parc naturel, pour avoir leur comptabilité et permettre de respecter la nature dans cette comptabilité, et même pour changer demain les outils de la comptabilité d'État. À nous tous, ça nous fait même pas peur que d'en arriver à ce genre de production de nouveaux outils qui seront repris, bien sûr, demain par ceux qui y croiront, mais après-demain, on espère par tout le monde. Et qui pourrait, à part une fondation comme la Fondation AgroParisTech, porter une telle démonstration? Alors, comment on fait? On crée des programmes où chacun apporte son morceau de puzzle, ses compétences, ses données, son savoir-faire, ses terrains d'expérimentation, etc. Le tout doit se faire bien évidemment en confiance. La confiance, c'est le maître mot pour pouvoir créer des valeurs communes et cheminer ensemble pendant plusieurs années pour produire des solutions testées, validées et diffusables. Alors la Fondation, au-delà d'être ce cadre qui rassemble des partenaires, elle est dictionnaire, on va dire. Vu de notre posture, parfois on voit des organismes qui ont une évidence telle, qui dégagent une évidence sur le fait qu'ils devraient travailler ensemble. On voit les synergies et pourtant ils ne se parlent pas. Alors on est là pour leur dire qu'il y a synergie et qu'il faut parler ensemble et créer les conditions de la synergie. Et puis on est là aussi pour encourager tout le monde à sortir du cadre en apportant ce que l'on sait faire chacun. Et là, de développer du mécénat de compétences, chacun son niveau, pour pouvoir enrichir les alliances qui se développent est quelque chose de parfaitement enthousiasmant et que l'on vit au quotidien dans la Fondation et qui permet à AgroParisTech de grandir dans son rôle de production de savoir, de production de talent, de production d'outils au service d'un monde plus durable, que chaque acteur puisse s'en emparer. Alors autour de nous, on a des parties prenantes de tous ordres qui peuvent être les services de l'État, des fondations, des ministères, des collectivités, des entreprises, des ONG, des associations. On est en capacité de faire travailler tous ces acteurs ensemble. Bon, je sais que Montmartre est là aujourd'hui. Je salue au passage Chantal Minguenet. On a fait tellement de choses formidables dans une vie antérieure. Je suis absolument certaine que demain, on travaillera ensemble pour produire des solutions dans le domaine de l'activité de Montmartre. Et je dis ça pour chacun des acteurs qui est là aujourd'hui aussi, c'est valable. On est capable d'imaginer un avenir ensemble, un autre avenir ensemble. Et si je peux finir, je me permettrai de classer les 3 piliers, les fameux piliers de richesse humaine, de richesse financière et d'alliance. Je pense vraiment que si on peut mettre la richesse humaine en priorité, les autres suivront. Et je garantis qu'avec ces 3 piliers-là, le tabouret tiendra bien debout. Voilà, je vous remercie. Merci. Et bien voilà le témoignage passionnant de Chantal Monvoy, donc déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Alors ce qui est très intéressant, donc elle a très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais le modèle économique d'un établissement comme AgroParisTech et le rôle
de la Fondation pour créer ces passerelles, ces interconnexions avec l'ensemble des écosystèmes qui peuvent être intéressés et concernés par toute la matière qui est produite par un établissement comme AgroParisTech. Alors, si vous avez des questions, vous avez bien sûr le petit chat en haut questions dans lequel vous pouvez poster vos propres remarques ou questions, entre intervenants également. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, au regard de ces cinq témoignages, on voit bien la complémentarité des 4 profils qui sont intervenus. On voit l'apport, les contributions des associations, elles apportent, elles proposent des solutions, que ce soit aux acteurs publics ou même privés, ce sont des terrains d'implication. Les entreprises et les acteurs publics, on voit évidemment que elles apportent des contributions à la fois en termes de moyens, que ce soit des moyens financiers et humains. Et puis c'est aussi, ce sont des acteurs qui peuvent organiser des espaces d'action communes en territoire, donc très concrètement, qui peuvent aussi embarquer les écosystèmes au sein des territoires. Et puis l'acteur académique, l'acteur de capitalisation qui va diffuser les pratiques pour faire en sorte que tous les talents puissent développer leurs propres compétences. Et dans ce rôle de l'acteur académique, il y a aussi le rôle des fondations qui sont des acteurs passerelles, qui font des connexions et qui sont des acteurs neutres. Donc moi, je trouvais très intéressant de voir ces complémentarités, comment le modèle de l'un va pouvoir contribuer au modèle de l'autre ou des autres. Et comme je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais m'empresser d'en poser une, en fait. On voit bien toutes ces complémentarités, mais quand même, malgré tout, quand on pose la question aux uns séparément, aux autres, on voit que ce n'est pas si simple que ça d'articuler ces complémentarités. Est-ce que vous auriez la condition ou une action qui vous paraîtrait importante pour faciliter ces articulations, le fait que acteurs publics, privés, associatifs, acteurs académiques puissent plus facilement interagir et travailler ensemble? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, si il y avait ça, ça serait plus facile entre nous? Alors, le premier qui souhaite répondre, n'hésitez pas, Chantal, Luc, Charles-Emeric, Charles Benoît, bien sûr aussi. Chantal? Oui, moi je veux bien, moi je rêve de pouvoir mettre autour de la table tous nos partenaires autour d'un sujet, une problématique et qu'on se retrousse les manches ensemble. Et en fait, il y a encore quelques silos. On s'aperçoit que malgré la volonté des uns et des autres, on est amené à faire beaucoup de rendez-vous quand au final, on pourrait peut-être faire mieux et gagner du temps parce que l'air de rien, le temps, c'est important. On en manque toujours. Et je pense qu'on arriverait à créer une culture commune et partager, peut-être le deuxième point, c'est que le plus essentiel, c'est de savoir pourquoi on fait les choses ensemble, en fait. C'est vraiment de créer ce socle commun, cette culture commune du sujet, sur le pourquoi on y va et pourquoi il faut y aller ensemble. Et voilà, c'est mon petit point, parce que ça avance, il se passe beaucoup de choses et je trouve qu'effectivement, on va dans le bon sens. On voit beaucoup d'évolutions au niveau des politiques publiques, des collectivités, et c'est vraiment chouette. Mais il y a encore un petit peu de travail, je crois. Et, soyons tous motivés, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des forces à additionner et à faire et à catalyser. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Chantal. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on est sur des temporalités différentes et là où la difficulté, c'est que une tempéralité d'entreprise, l'entreprise est réactive, mais sur des projets de type d'engagement sociétal, c'est quand même sur des engagements assez longs. Donc, on a besoin aussi de visibilité. Là où l'élu, il est sur un temps court, puisque et ça change assez rapidement et parfois assez radicalement, même sur des élus de la même famille politique. Un élu peut avoir lancé un très très beau projet et il est remplacé par quelqu'un de sa famille et qui bloque tout. Et les techniciens, on va dire des collectivités, eux sont sur des temps très longs parce que les procédures sont très très longues. Et donc on voit que là, déjà rien que dans la puissance publique, il y a une opposition de temporalité qui est très forte et les associations et les entreprises doivent jongler avec ça. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Donc, comment arriver à fluidifier le travail des techniciens et à inscrire plus dans le temps des projets une fois qu'ils sont lancés? Voilà une question parce qu'il n'y a rien de pire que pour démotiver des entreprises de s'impliquer que de lancer un projet et qu'il s'arrête. Merci Luc. Charles-Emeric, vous voulez compléter, rajouter
Il y a un élément que j'aime pas, c'est quand on a une expression assez qui date d'il y a une quinzaine d'années, c'est les comités de financeurs. Le comité de financeurs, c'était on se regroupe tous, un peu ce qu'évoquait Chantal, et puis et on décide pour gagner du temps. Et en réalité, on se rend bien compte que ça ne fait que faire poursuivre une fracture entre le porteur du projet et les différents partenaires. Il y en a qui se posent en financeurs avec leurs problématiques d'évaluation, de temporalité, comme le disait Luc très justement, on a des temporalités extrêmement différentes, et moi je vis des temporalités différentes entre politique et administration. Et donc je préfère aujourd'hui des comités de partenariat, finalement, plus des comités de financeurs qui cloisonnent en réalité. Et je disais tout à l'heure, dans cette économie collaborative, elle a besoin de ça. Alors par contre, même si on a des temporalités différentes, moi je suis partisan de prendre le temps, en réalité en amont. Parce que si on ne prend pas le temps en amont de bien se connaître, que les parties prenantes se connaissent bien, in fine on n'y arrivera pas. Parce que reviendront chacun ses vieux démons, entre guillemets, ces temporalités différentes, voilà, et quelques années plus tard, on n'arrivera pas au bout du projet, de la logique qui avait commencé à s'instaurer. Donc je suis plutôt partisan de prendre un temps assez long, de plusieurs mois, pour construire ce partenariat humain, en réalité, avant de rentrer dans la mécanique économique et financière, sociale. Voilà. Je pense que le point d'orgue, c'est l'humain là-dedans. Ouais. Et alors, juste pour terminer, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de voir comment justement on peut créer ces interconnaissances. Peut-être Charles Benoît nous dire quels seraient les leviers potentiels pour justement décloisonner, favoriser la culture commune, créer des interconnaissances, tous ces espaces de dialogue qui peuvent être riches et faciliter finalement la construction de partenariats et s'assurer aussi d'être dans un ton long. Dans ce qu'on vient de se dire, moi je crois qu'il y a trois éléments qui sont importants et qui peuvent faciliter justement cette logique-là. D'abord, c'est finalement la territorialisation de l'action. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on va pouvoir regarder ensemble à une dimension d'un territoire commun, on va pouvoir sans doute dépasser des éléments de sémantique, de différences, de culture, de différences de temporalité, et quelque part, on va pouvoir incarner ça de façon très concrète. Et je crois que cette capacité à regarder, à dialoguer, moi j'aime beaucoup ce que Charles-Henri vient de dire sur le comité des partenaires plutôt que le comité des financeurs, qui me semble être vraiment le sens de l'histoire. Et quand on le lie finalement à un enjeu commun très concret, très incarné, que ce territoire commun soit de l'ultra-local, du régional, du national ou de l'international, mais quelque part quelque chose qui nous donne à l'incarner dans l'action. Ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et très important. Et d'ailleurs, on voit bien depuis 5-6 ans, et plus particulièrement depuis 3 ans, que aux côtés des questions des filières, des logiques professionnelles, des domaines d'action, la question de la spécificité d'un territoire et le croisement entre finalement cette verticalité d'un domaine d'action, d'une filière et l'horizontalité d'un territoire, il y a quelque chose à féconder dans cette logique-là. Et je crois que moins on est mature, plus il faut que l'espace territorial soit petit pour que ce soit à taille humaine. Le deuxième élément, et ça Chantal l'a très bien décrit, c'est la question du tiers de confiance neutre qui puisse permettre de créer le lien. Et ça, pour nous, ce qu'on a appelé la troisième ingénierie, hein, on connaît bien l'ingénierie de gestion, on connaît bien depuis une trentaine d'années, et Charles-Henri décrivait très très bien l'émergence pour la fonction publique, mais on a vu la même chose au niveau des organisations privées, de ces conduites de projet, quelque part. Mais la troisième chose, c'est comment on crée le lien, comment on met autour de la table, comment on fait de l'interconnaissance. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux acteurs qui peuvent jouer un rôle très important. Soit effectivement les acteurs académiques, et Chantal en a vraiment parlé, et c'est particulièrement intéressant, soit un acteur du territoire qui va jouer ce rôle de neutralité locale, et je pense notamment au réseau des 350 catalyseurs territoriaux, parce qu'effectivement, ils sont en proximité avec ce que vivent
les autres acteurs de leur territoire. Le troisième élément qui me semble déterminant, et c'est là où les acteurs académiques ont sans doute un rôle à jouer, à creuser, c'est comment on garde la mémoire du chemin. Beaucoup trop souvent aujourd'hui, en fait, on se focalise sur le résultat et en fait, on évalue le résultat, mais le résultat, la question, c'est par quel chemin on l'a atteint. Parce que si on veut le reproduire, c'est pas le résultat qui est important, c'est le parcours, c'est le chemin, c'est qu'est-ce qu'on a appris en chemin. Et ça, cette capitalisation, elle est essentielle et je crois que là encore, ça donne une place nouvelle à quelqu'un qui a vraiment envie de garder mémoire, d'être l'observateur qui va pouvoir tracer ça. Donc, la territorialité de l'action, le tiers de confiance, comment on garde mémoire du chemin et pas seulement des résultats, je crois que c'est trois leviers qui peuvent permettre justement cet enrichissement par les modèles économiques et leur diversité. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a beaucoup parlé d'hybridation de modèles socio-économiques ces dernières années, en pensant que c'est l'hybridation du modèle socio-économique au sein d'une seule et même entité. Moi, je crois qu'il faut qu'on se méfie de cela parce que ça a le risque d'arriver à des léviathans, c'est-à-dire tout acteur va pouvoir actionner tous les leviers. Ça a plein de risques induits. Alors qu'on peut sans doute penser à une hybridation des modèles socio-économiques parce que justement, chacun est à sa juste place et va s'articuler avec les autres. Et ça, les modèles écosystémiques, les modèles économiques écosystémiques, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et je pense que là, eh bien, effectivement, c'est la juste place des acteurs publics au niveau national ou territorial, des acteurs d'intérêt général qui, comme vous l'avez dit, mobilisent les compétences, les énergies et les expérimentations, de l'acteur économique et puis de l'acteur académique. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à dire comment on se décentre de simplement mon modèle socio-économique pour dire comment ce modèle-là s'inscrit dans un écosystème où finalement il va être une part d'un tout, un peu comme dans une montre, eh bien chaque rouage finalement est essentiel du plus petit au plus grand pour que la montre donne l'heure et après tout c'est bien ça l'enjeu d'aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'on peut retenir. En tout cas, merci pour ces témoignages parce que je crois qu'on a beaucoup avancé aujourd'hui sur les conditions de cette dynamique-là. Exactement. Merci à tous pour vos témoignages. Alors pour bientôt finir ce webinaire, on voulait faire un focus sur les pratiques associatives, Charles Benoît. Oui, juste un mot peut-être pour ceux qui suivent nos travaux au-delà du programme Reconnaissance des modèles d'intérêt général. Vous avez suivi que depuis septembre, nous avons lancé les jeudis de l'EDD 17 et que le mois de septembre est orienté sur les données, comment justement chacun des acteurs se positionne sur ces transformations en proximité de leur territoire. Et aujourd'hui même, vient d'être publiée l'étude de l'Observatoire des partenariats sur associations et territoires. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est passionnante. Comment les associations voient leur territoire, comment est-ce qu'ils voient les fragilités prioritaires de leur territoire et de voir que d'une région à l'autre, bien sûr, on ne voit pas les mêmes fragilités, de voir comment est-ce qu'elles voient ce jouet collectif se développer, comment elles-mêmes elles pratiquent cela, quelle est la place des objectifs de développement durable dans leur propre pratique. C'est vraiment une étude qui est absolument passionnante, très intéressante, et d'autant plus que c'est la première d'une série de 3, puisque nous aurons la semaine prochaine l'étude Impact Fondation qui dira la même chose du côté des fondations, leur pratique, leur perception de cet engagement territorial, et puis la semaine encore d'après, Impact Entreprise qui donnera la même chose. Vous savez peut-être, et vous vous souvenez peut-être que l'Observatoire des partenariats avait publié en 2019 puis en 2020 la position des Français sur l'urgence du devoir d'alliance, puis l'année dernière, en fin d'année, comment les élus locaux, dans le cadre de leur nouveau mandat municipal et intercommunal, voyaient cette capacité d'alliance, de faire alliance. Et bien là, on a finalement ce que les acteurs privés, associations, fondations, entreprises, nous avions fait aussi une étude auprès des académiques en début d'année, finalement, comment ils se positionnent sur ce sujet-là. Et je crois que c'est très important, pas seulement de partir de l'expérience des plus pionniers, pas des 10% qui sont déjà dans l'action, mais d'une pratique globale de l'ensemble des acteurs, ce que nous disent les associations, en l'occurrence employeuses aujourd'hui, toute association confondue, toute maturité confondue. Je crois qu'il faut l'écouter avec grande attention parce que c'est comme ça, en comprenant mieux quelle est la pratique de terrain, quelle est l'action de chacun,
que l'on peut aller dans ce sens. Voilà, en tous les cas, je ne peux que vous inviter à lire les 98 pages de l'étude. Et si vous avez un peu moins de temps, au minimum, la synthèse de notre directrice scientifique des études, Anne Robin, une petite vidéo où vraiment vous avez tous les résultats, mais allez vous plonger dans les résultats. Ils sont vraiment, vraiment passionnants. Et je profite pour remercier, by the way, nos amis du ministère de l'Éducation nationale et nos amis de la Fondation Total Energy, sans lesquels ces travaux de l'Observatoire de partenariat n'auraient pas pu se faire. Et juste pour information, donc vous avez dû tous recevoir le Flash Info les jeudis de DD17 dans lequel vous avez le lien pour accéder à l'étude. Et sinon, de toute façon, ce sont des publications qui sont disponibles sur le site du Rameau. Alors, donc pour terminer ce webinaire, on va comme d'habitude se redire le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, je rappelle les 3 objectifs complémentaires, c'est d'avoir la culture commune sur les concepts clés des modèles socio-économiques, c'est pouvoir se repérer parmi cette diversité de modèles, et puis c'est aussi de se dire, certes, modèle socio-économique, c'est un sujet complexe, mais comment on peut le piloter de façon le plus simple possible. Dans notre programme qu'on a lancé il y a bientôt 1 an, il est composé de 5 volets. Donc, c'est le cycle de partage que l'on anime tous les 3e jeudis de chaque mois. C'est ce fameux cycle de webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Il y a aussi le fait de s'assurer qu'il y ait une information régulière et poussée avec nos partenaires sur la question des modèles socio-économiques. On s'assure, bien sûr, qu'il y a un transfert de savoir-faire, d'accompagnement sur la question des modèles socio-économiques. Un point très important, c'est la question de la recherche académique dédiée aux modèles socio-économiques, puisqu'on s'est aperçu qu'elle n'était pas si poussée que ça. Et donc, le Rameau a développé un partenariat avec l'Institut français du monde associatif, vraiment dédié à la question des modèles socio-économiques. Et puis, ensuite, vous voyez au milieu cette grande bulle qui est dédiée aux compétences, extrêmement importante. On en a parlé tout le long de ce webinaire, la question des richesses humaines et comment on fait monter en compétences les organisations et les personnes sur la question des modèles socio-économiques. Et là, le Rameau est en partenariat avec l'Association française des fonds et fundraisers pour construire ensemble une formation dédiée aux modèles socio-économiques. Il y a eu déjà un pilote qui a été réalisé avec des personnes et des organisations avec un objectif de le mettre au catalogue de la FF fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'était les 5 volets. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il y a évidemment un certain nombre d'outils qui sont disponibles, des vidéos qui présentent le programme, différentes fiches repères sur les modèles socio-économiques avec les outils qui vont avec, et puis, bien sûr, toute la capitalisation du Rameau et de ses partenaires sur ce sujet. Et tout ça est bien sûr accessible en open source. Juste un petit scoop de dernière minute. Vous pourrez retrouver tout ce que nous avons produit durant 1 an dans le cadre de ce programme au FNAF, au Forum national des associations et des fondations, en octobre prochain. Vous savez que ce programme aurait dû être lancé au Forum national des fondations et des associations, qui malheureusement n'a pas eu lieu en 2020, mais nous en restituerons les résultats. Et notamment, vous pourrez avoir très prochainement le moment dans l'après-midi où sur le stand de nos amis de la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, nous aurons plus particulièrement un petit temps d'échange avec tous ceux qui veulent voir toute la diversité des outils qui sont issus de ce programme. Bien sûr, les 12 webinaires, mais aussi tous les outils modules de e-learning, fiches pratiques, parcours ad hoc, etc., qui ont été développés au cours de cette année. Donc, petit scoop, venez nous voir au Forum national des associations et des fondations sur le stand de la Banque des Territoires le jeudi après-midi. Le 13 octobre. Le 13 octobre. Et donc, pour terminer, on vous donne rendez-vous pour le 11e webinaire, donc le mois d'octobre, le 21 octobre. Et là, on parlera de la diversité des territoires, comment articuler les modèles au niveau local, régional, national, voire international, comment cette diversité d'échelons territoriaux dialogue et coopèrent entre eux au service donc, de l'intérêt général. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain, de 13h à 14h30. Et puis, d'ici là, on vous souhaite un très bon mois de septembre et une très bonne rentrée pour ceux qui reviendraient de vacances. Merci à tous. Et puis, très bonne journée et très bonne fin de semaine. Et merci à nos intervenants passionnants. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne Au revoir, journée. Chantal. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Charles-Émeric et Luc. Au revoir.